Je fais cette vidéo pour présenter le Home Lab que j'ai monté pour la pratique des laboratoires de réseautique sur le matériel physique. Je passerai en revue toutes les pièces que j'ai achetées, comment je compte les installer et en expliquant pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. L'intérêt d'une telle installation est la préparation pour les certifications CCNA et CCNP pour ceux et celles qui veulent les passer. Le premier kit vient d'eBay. Il contient 2 routeurs et 2 switches. Le modèle des routeurs est le 1921 qui possède 2 ports Gigabit Ethernet, un port auxiliaire, un port console et un module de ligne T1 qui transmet les données et voix et qui peut servir à connecter 2 routeurs en mode point à point à la place du serial. Ce routeur est sous iOS 15, la version sur laquelle est basé l'examen de certification CCNA. Concernant les commutateurs, ils sont du même modèle, le Catalyst 2950. Tous les ports sont à 100 Mbps et seulement 2 ports à 1 Gbps. Celui que je tiens entre les mains a 24 ports et l'autre 48 ports. Ils sont sous iOS 12, mais cette version possède toutes les fonctionnalités abordées par les cours CCNA et je crois même CCNP. Le port console se trouve à l'arrière avec la prise d'alimentation. Par la suite, sur les conseils de Benjamin, j'ai ajouté ce commutateur de couche 3, le 3560G. Sur ce modèle, tous les ports sont des ports Gigabit Ethernet. Il possède aussi 4 ports SPF. Il a une mémoire flash plus grande, ce qui lui permet de supporter iOS 15. Ce kit vient avec tous les câbles Ethernet, un câble console USB et une clé USB contenant le système iOS et en bonus quelques exemples de laboratoire à pratiquer. Vous pourrez trouver d'autres kits sur eBay semblables à celui-ci. Assurez-vous que les équipements sont sous iOS 15 ou au moins iOS 12 qui couvre tout le contenu du CCNA. Parlons maintenant du rack. Le rack que j'ai acheté de marque Riveco n'était pas cher. Sa livraison par contre l'était. Son montage n'était pas compliqué. Après 48 vis et 30 minutes de sueur, le rack était déjà prêt. L'erreur que j'avais commise, c'est d'avoir mis les pieds et les roues en même temps. J'avais remarqué que les pieds empêchaient les roues de tourner. J'ai dû les enlever par la suite. Lorsqu'on achète un rack, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord le modèle. Ce modèle, c'est un open frame. Vous avez aussi des racks fermés qui sont plus chers et possèdent un inconvénient, c'est par rapport à la profondeur. J'expliquerai ça plus tard. Pour tous les racks, ils possèdent une largeur, une hauteur et une profondeur. Donc là, le côté du rack, on parle de profondeur. La largeur est standardisée. Ça répond à un standard international. Elle est de 19 pouces. Donc tous les racks possèdent une largeur de 19 pouces. Et les équipements informatiques, que ce soit les serveurs, les switches et d'autres équipements dits rackables. Rackable, ça veut dire tout équipement qui est ou qui peut être monté dans un rack possède une largeur de 19 pouces. Alors si je prends ce commutateur, il a une largeur de 19 pouces et il est rackable. Alors il peut arriver que des équipements n'ont pas 19 pouces de largeur, comme le routeur que j'ai acheté. Donc ce modèle-là ne fait pas 19 pouces de large, mais il possède des kits de montage qui augmentent sa largeur jusqu'à 19 pouces. Alors ces kits de montage sont achetés séparément. Là vous voyez que après c'est possible de le racker. Parlons maintenant de la profondeur. La profondeur n'est pas standardisée. Vous trouverez des racks avec une profondeur de 14 pouces et demi, d'autres à 18 pouces, d'autres à 21. Celui-ci est à 21,7. Puisque ce n'est pas standardisé, vous trouverez des racks avec différents formats. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut prendre un rack qui soit assez profond pour accueillir votre équipement le plus long. Dans mon cas, c'est le commutateur de couche 3 qui est long. Il fait 15 pouces et demi, et donc j'ai pris un rack à 21 pouces et demi. Comme ça, je suis tranquille. Parlons maintenant de la hauteur. J'ai laissé la hauteur en dernier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La hauteur d'un rack se mesure en unité de rack, ou rack unit. C'est abrégé U. Donc vous trouverez
sur Internet des racks 12U, 15U, 18U, 6U, 9U. Chaque unité est numérotée. Pour mon rack, ça va de 1 jusqu'à 12. J'ai 12 rack units. Chaque rack unit est marqué ici par des traits blancs. Donc, de ce marqueur-là à ce marqueur-là, c'est one rack unit. De ce marqueur-là à ce marqueur-là, c'est un autre rack unit. Donc ici, j'ai 2 U. Le rack unit mesure 1 pouce 75, ce qui équivaut à peu près à un peu moins de 4 cm et demi. Ceci est un standard. Ça répond au même standard que celui de la largeur des racks de 19 pouces. Ainsi, vous l'aurez compris, les équipements informatiques rackables doivent également respecter ce standard. Si je prends exemple le commutateur ou les commutateurs que j'ai achetés et les routeurs, et d'ailleurs vous pouvez aussi le remarquer sur d'autres équipements informatiques, il dit rackables, très très important, rackables, ont tous une hauteur de 1 pouce 75. Alors il peut y avoir des exceptions, parfois il y a des équipements qui sont trop gros, et ils doivent être gros, comme le serveur HP ProLiant DL380, toute génération confondue je pense, du G5 ou G6 jusqu'au G10, ont une hauteur de 2U, ça veut dire 3 pouces et demi, 1,75 et 1,75. Lorsque ce serveur est racké dans un rack, il va prendre 2 unités. Le rack que j'ai acheté a 12 U. Théoriquement, je peux racker 12 éléments. Je dis théoriquement parce que, comme je viens de vous le dire, il y a des serveurs qui prennent 2 U. Alors on pourrait penser que 12 U c'est beaucoup, parce que j'ai 3 commutateurs et 2 routeurs, alors que 5 U, ça aurait fait l'affaire. Lorsqu'on achète un rack, il faut toujours acheter plus que nos besoins. Si un jour on aimerait ajouter des équipements, on ne serait pas obligé d'acheter un deuxième rack. Autre raison, il n'y a pas que les routeurs et les switches qui vont être mis sur le rack. Parce que lorsqu'on y pense, les commutateurs et les switches seront tous branchés électriquement, donc ça me fera 5 câbles électriques qui vont traîner par terre. Je n'aimerais pas utiliser une multiprise standard parce que ce n'est pas propre comme travail. Donc j'aimerais quelque chose qui soit assez pro. C'est pour cela que je vais utiliser cette multiprise. Donc cette multiprise, vous remarquez ici et ici qu'elle possède un kit de montage. C'est ce qu'on appelle une multiprise rackable. Ceci est un élément rackable. Et puisque l'élément est rackable, il respecte les standards de la hauteur. Donc cette hauteur, c'est 1 pouce 75. Alors si je mets la multiprise comme ceci dans le rack, donc là vous voyez, regardez, ça prend un U. C'est une multiprise 1U. Alors ces multiprises, en règle générale, par convention on va dire, on les met tout en bas. Tout en bas du rack. On peut les mettre à l'avant ou à l'arrière. Ça d'ailleurs c'est un détail que j'ai oublié de mentionner. Ce rack est un rack à 4 postes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 2 rails de montage à l'avant, mais également 2 rails de montage à l'arrière. Il y a des racks qui ne possèdent pas cette caractéristique et qui n'ont que 2 rails de montage sur une face. C'est principalement les racks fermés. Puisque j'ai 4 postes, je peux racker des éléments à l'avant et à l'arrière. C'est un très gros avantage parce que ça me permet également de racker la multiprise à l'arrière. Ça évite d'avoir les câbles électriques sur la face avant du rack, mais aussi ça permet d'économiser une unité. Étant donné que la multiprise n'est pas profonde, je peux mettre au même niveau la multiprise et un autre équipement, un commutateur qui ne soit pas très profond, par exemple. Donc ça permet une certaine économie. Mais pour mon cas, je vais le mettre à l'avant pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que j'ai assez de place. Donc je peux me le permettre pour l'instant. Alors une fois les équipements placés et la multiprise placée, donc là je monte à 6U. Pour le cas du routeur, ceci est sa face avant. Ça c'est l'arrière du routeur. Techniquement, ça serait beaucoup plus pratique d'avoir cette face, donc l'arrière, sur la face avant du rack. Comme ça, on peut facilement accéder au port Ethernet et au port console pour pouvoir changer la topologie.
Et moi, je n'aimerais pas faire ceci parce que la prise électrique est à l'arrière. Aussi, je n'aimerais pas la voir par devant le rack. Donc, je vais monter le routeur de cette façon. Remarquez que le kit de montage peut être changé d'emplacement. On peut le mettre ici. Vous voyez les trous là? On peut mettre ce kit ici. Donc, on peut racker le routeur comme ceci ou comme ceci. Après, la problématique, c'est les ports. Si le routeur est racké de cette façon, je vais avoir des difficultés à atteindre les ports Ethernet. Et donc là, il me faudrait un autre élément pour me faciliter l'accès au port. Cet autre élément est le panneau de brassage. Le panneau de brassage que vous voyez là se vend vide, avec aucun port. Les ports que vous voyez ici, je les ai achetés séparément et je les ai placés. L'intérêt d'acheter un panneau de brassage vide, c'est que vous pourrez le personnaliser comme vous le souhaitez. En effet, il n'y a pas que les ports Ethernet qu'on peut mettre sur sur un panneau de brassage. On peut mettre des ports USB, des ports HDMI, fibre optique, coaxial. Il y a plusieurs possibilités. Donc, selon l'installation que vous avez, avec un panneau de brassage vide, vous pourrez personnaliser les ports. Pour les ports Ethernet, je n'ai pas choisi des ports standards, puisque je n'aime pas brancher les fils des couleurs du câble Ethernet. J'ai acheté ce qu'on appelle des coupleurs. Les coupleurs, ce sont des prises femelles. Donc à l'arrière, c'est des prises femelles, à l'avant également. C'est plus facile à brancher. Alors les trois couleurs n'ont pas de signification particulière pour l'instant. J'ai acheté trois couleurs différentes parce que j'aimerais utiliser des codes couleurs pour pouvoir identifier facilement mes équipements. Par exemple, réserver les bleus pour les routeurs, les rouges pour je sais pas quoi, les jaunes pour les serveurs, etc. Donc il y a aussi d'autres couleurs. Hein. Vous trouvez du noir, du blanc, du mauve, de l'orange, du vert. Il y a différentes couleurs. Quoi d'autre dire sur ce panneau de brassage? Oui, il y a des panneaux de brassage qui ne possèdent pas cette plateforme. Cette plateforme, elle permet d'avoir les câbles droits, donc les mettre droits derrière le port et de les attacher ici, sur ces emplacements-là, avec des attaches en plastique. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir garder le câble droit à la sortie du port et éviter qu'il ne se torde ici. Donc c'est beaucoup plus pour protéger les câbles. Et ça permet également de les organiser facilement, parce que même les emplacements ici sont numérotés. J'ai aussi des espaces blancs ici sur lesquels je pourrais mettre des identifiants pour les ports. Par exemple, je peux mettre ici, je sais pas moi, R1 G00, R1 G01. Comme ça, je saurais que c'est le port G00 du routeur 1, le port G01 du routeur 1 toujours, et ainsi de suite. Donc, je peux identifier mes éléments. Avec le panneau de brassage, on est déjà monté à 7U. Vous suivez le compte. Puis, il y a ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une étagère rackable. Franchement, c'est un super équipement parce qu'il permet de mettre sur l'étagère des équipements qui ne sont pas rackables. Ça peut être le modem de votre fournisseur d'accès Internet, le routeur sans fil du fournisseur d'accès Internet. Dans mon cas, ça sera également le mini-serveur que j'ai. C'est un mini PC, un HP, qui n'est pas rackable. Donc je pourrais le mettre aussi. En attendant de recevoir le serveur que j'ai commandé, un Dell PowerEdge R220, qui lui est parfaitement rackable avec ses rails. Donc là, il est en cours de livraison. Je ne l'ai pas encore reçu. L'étagère ne se met pas n'importe où. Mais pour ce modèle-là spécifiquement, donc vous remarquez que la base de l'étagère ne commence pas avec la base du bracket. Ça veut dire que je perds un peu d'espace ici. Donc l'intérêt de cette étagère est de la mettre tout en haut. Comme ceci. Donc je pourrais mettre mes éléments, et puisque c'est un open frame, c'est un rack qui est ouvert par le dessus, donc je peux mettre des éléments qui dépassent la hauteur standard de 1,75 pouce, ça ne me cause pas de problème. Parce que par convention, les panneaux de brassage se mettent tout en haut des racks. Ce n'est pas forcément une obligation, ça dépend aussi d'où viennent vos câbles Ethernet. Ce sont des câbles
muraux qui viennent par le dessus, donc vous allez mettre vos panneaux de brassage en haut. Si c'est des câbles qui viennent par en dessous, ou si vous avez un rack qui est mural, ça veut dire que le rack lui-même est monté dans un mur et que les câbles viennent par le bas, le panneau de brassage va venir tout en bas. C'est par économie de câbles. Mais pour mon cas, je vais le mettre en deuxième position, puisque la première position ici, ou plutôt le numéro 12, je vais le réserver pour l'étagère. Puisque je compte utiliser le panneau de brassage pour les câbles console, j'aimerais éviter à chaque fois d'aller derrière les équipements pour brancher le câble console. Ça va me faire beaucoup de câbles. Ça veut dire qu'au final, je vais avoir 5 câbles console qui vont sortir des ports console des équipements. J'aurai 4 câbles Ethernet pour les 4 ports des 2 routeurs. Ça va faire 9 câbles en tout derrière, sans parler des câbles électriques. Donc ça va faire beaucoup de câbles à l'intérieur du rack, ça va faire du désordre. Et c'est pour cette raison que j'ai commandé ceci. Donc ça, c'est aussi un élément rackable qui permet de faire passer les câbles à travers les anneaux et ça peut vous aider à mieux gérer vos câbles. J'en ai commandé 2. En dernier, j'aimerais vous présenter ceci. Ça aussi, c'est un élément rackable, hein, je vais mettre ça entre guillemets. Ce sont des panneaux qui couvrent les espaces vides du rack. Voilà, comme ceci. Pour l'installation des équipements, j'ai préféré allonger le rack sur son dos. Comme ça, je laisse la gravité m'aider à positionner mes éléments. Alors voilà, la première étape est terminée. Le panneau de brassage est ici. Cet emplacement est réservé pour l'étagère qu'on va mettre à la toute fin. Les commutateurs sont au haut parce que ce sont les équipements que je vais devoir utiliser le plus souvent. Ils doivent être facilement accessibles. Les routeurs sont en bas. Je vais raccorder les ports Ethernet des routeurs au panneau de brassage et pour les ports console également d'ailleurs. Avec cette installation, j'ai 2 ports console en bas, 3 ports console en haut. J'ai 4 câbles Ethernet longs que je vais utiliser pour les ports Ethernet du routeur. Et de cette façon, je n'aurai que 2 ports console qui sont loin du panneau de brassage. Et pour les faire parvenir jusqu'au panneau de brassage, je vais utiliser les coupleurs. Je vais enlever 2 coupleurs d'ici, du panneau de brassage. Là, il y en a 15, je ne vais pas utiliser les 15, je vais enlever 2 que je vais utiliser pour rallonger les câbles du port console des routeurs vers le panneau de brassage. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres solutions, à moins d'acheter des câbles Ethernet plus longs, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Cet ordre-là des commutateurs du plus petit au plus grand me permet d'avoir un accès facile au port derrière. Là aussi, vous pouvez voir que j'ai utilisé les 3 panneaux pour couvrir l'espace vide. Après, par la suite, le serveur viendra là. Cet espace, c'est là par où les câbles électriques vont passer. Pour cette étape, j'ai branché les câbles électriques, j'ai installé le passe-câble. Donc là, on voit que les câbles ne traînent pas. Voilà, on va voir par derrière. Donc voici le passe-câble. C'est propre. Pour le passe-câble, normalement, il est censé être tourné de l'autre côté. Mais moi, j'ai choisi de le placer comme ceci parce que je ne veux rien qui dépasse derrière. Et là, on remarque l'avantage d'avoir un rack à 4 postes. Si je n'avais pas ces 2 postes-là, je n'aurais pas pu placer le passe-câble ici. Alors maintenant, j'ai branché les câbles Ethernet sur les ports du routeur. Je les ai fait passer par le passe-câble. Et là, je pense qu'il ne peut plus recevoir le moindre câble supplémentaire. Heureusement que j'en ai un deuxième. Donc pour la console, je me suis débrouillé avec ce que j'avais comme câble. J'ai utilisé 2 coupleurs ici pour allonger les câbles. Il m'aurait fallu des câbles d'1 mètre, comme celui-là. Mais j'en ai qu'un seul. Mais je pourrais en racheter, c'est pas vraiment cher. Comme ça, je pourrais récupérer tout ça. J'ai réservé ces ports pour les ports console.
Donc de ce côté, je n'ai fait encore aucune topologie. Le premier port correspond au premier périphérique et le dernier port au dernier périphérique. Mais on peut vite oublier tout ça, donc c'est pour ça qu'il est très important d'identifier les ports, soit en utilisant les espaces réservés ici sur le panneau de brassage, ou bien je pourrais mettre un tableau sur une feuille que je mettrai à côté, ou que je pourrais la coller à côté si je ne veux pas utiliser un marqueur sur mes équipements. Je pourrais mettre en étagère maintenant, mais si je le fais, l'accès vers le panneau de brassage sera difficile. Alors je préfère attendre de recevoir le serveur, d'installer le serveur, d'installer tous les branchements à l'intérieur ou plutôt à l'arrière du panneau de brassage avant de mettre en place l'étagère. Alors la dernière étape, c'est de lui trouver un endroit. Pour l'instant, il est dans la chambre, à côté de mon espace de travail. Mais ce qui est remarquable, c'est le bruit que les équipements font. Et je ne pense pas qu'on puisse dormir avec ce bruit. Alors je pense que je vais devoir les éteindre chaque soir. En ce qui concerne les ports console, avec la configuration faite ici, je peux switcher d'un port à l'autre. Donc ça, c'est le port console. Enfin, plutôt, c'est le câble console. Okay. Donc là, je peux switcher d'un port à l'autre facilement. Ces câbles ne sont là que pour la décoration. Ils ne servent à rien. Voilà. Et chaque port ici, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, correspondent à un port console du périphérique. Pour tester les ports console et les équipements, je vais utiliser un terminal. Donc c'est le terminal que j'utilise pour administrer mes serveurs. Il s'appelle Tabi. Donc j'utilise pas Putty, j'utilise Tabi. Donc là je suis branché sur le switch de couche 3. Donc c'est SL3, je l'ai nommé SL3. J'ai nommé tous les périphériques lorsque je les ai testés la première fois après les avoir achetés. Je vais basculer sur le switch 1 à partir du panneau de brassage. Là, je vois que je suis sur S1. Je vais zoomer un peu pour que ce soit mieux visible. Donc S1. Je vais aller vers le routeur 2. Voilà, je suis sur R2. R1. R1. Voilà, donc ça fonctionne. Donc ça veut dire que l'utilisation des câbles Ethernet, les coupleurs Ethernet, fonctionne avec le câble console, même si on sait que ce ne sont pas tout à fait les mêmes câbles. C'est une bonne nouvelle. Là, je pourrais switcher, basculer d'un périphérique à l'autre via le panneau de brassage. C'est plus rapide et plus simple. Mais ce n'est pas l'idéal. Évidemment, l'idéal serait de configurer l'accès SSH, mais pour ça, il faudrait interconnecter cette configuration avec mon réseau domestique. Et là, ça va être un défi. Parce que le routeur de mon fournisseur d'accès Internet ne propose pas le routage statique. Donc pour router d'un réseau à l'autre, ça va être un peu compliqué. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura été intéressante pour les personnes qui auraient voulu acheter du matériel physique. Avoir un retour d'une personne qui l'a déjà fait, ça peut donner envie à des personnes de le faire ou pas. Il faut savoir que j'ai dépassé la barre des 1000 $ avec ce matériel et je vais très probablement approcher les 1200 avec le serveur qui va arriver, ou peut-être même 1300. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel. Des routeurs et des switches est largement suffisant pour pratiquer. Pour les personnes qui voudraient passer la certification CCNA et CCNP, c'est un incontournable. Parce que je crois savoir qu'après la fin du programme, on n'aura plus accès à Packet Tracer, ça me semble logique. Alors pour pratiquer, il n'y a pas d'autre alternative, il faut du matériel physique. Pour les personnes qui voudraient faire cybersécurité, et ça c'est sur les conseils de Ramzi, il faudrait ajouter un pare-feu de Cisco qui s'appelle ASA. Ça, je pense que je vais le faire, mais pas tout de suite, plus tard. Voilà, donc en attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et si vous avez des questions, on se retrouvera en classe.